Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Imo de l'été sur Radio J. À quelques jours de la rentrée, la question du logement étudiant est plus pressante que jamais. Pénurie de studios, loyers élevés, files d'attente interminables. Pour mieux comprendre la situation et trouver des solutions concrètes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Corinne Joly. Elle est présidente de PAP.fr, plateforme incontournable de la location de particulier à particulier. Avec elle, nous allons décrypter les chiffres de la rentrée 2025, évoquer les réalités du terrain et donner des conseils concrets à tous ceux qui cherchent un logement à la dernière minute. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous dresser un état des lieux du marché de la location étudiante pour cette rentrée 2025 selon les données de PAP ? Alors, la bonne nouvelle, enfin petite bonne nouvelle, c'est que le marché est moins catastrophique qu'en 2024. Après, il faut savoir que 2024, c'était vraiment la pire année qu'on avait vue depuis très longtemps à cause du blocage sur le marché de la vente, donc le crédit immobilier. Les locataires ne bougeaient plus, ne quittaient plus leur logement et donc on avait très très peu de logements disponibles. Là, c'est un peu mieux. On a plus 14% d'offres. Donc voilà, ce sera moins catastrophique que l'année dernière. Après, malheureusement, on peut dire que les locataires ne vont probablement pas voir la différence. Ça restera, dans la plupart des métropoles, un marché extrêmement tendu, avec un ratio entre le nombre d'offres et le nombre de demandes très, très défavorable pour les locataires. Alors, vous l'avez dit, malgré une hausse de l'offre locative de 14% cette année, la demande reste très forte. Comment vous expliquez ce phénomène ? Tout simplement parce qu'il faut être conscient que le nombre d'étudiants a énormément augmenté au cours des 30-40 dernières années. Les étudiants, ils vont beaucoup dans les grandes villes ou dans certaines villes moyennes, mais en tout cas, le marché des métropoles est quand même assez plébiscité. Et l'offre n'a pas suivi, c'est-à-dire que le nombre de logements étudiants est d'environ 300 000, alors que le nombre d'étudiants est d'environ 3 millions. Ouais. Donc, ils sont sur le parc locatif privé en grande majorité, et là, ils sont en concurrence avec les jeunes travailleurs, voire avec les jeunes couples. Donc, ça fait beaucoup de monde pour le même type de bien, et du coup, on en arrive à des ratios de 1 logement pour 100 demandes. Pour 100 demandes, ouais. Quelles sont aujourd'hui les villes ou les régions où la tension locative est la plus forte pour les étudiants ? Alors évidemment, loin devant, c'est Paris. Paris, c'est vraiment une situation. Nous, sur PAP, on a des studios à cette période qui trouvent 1000 demandes. Donc c'est extrêmement compliqué sur le marché parisien, évidemment. Maintenant, les autres marchés des métropoles sont aussi très tendus. Je pense à Lyon, je pense à Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse. Tout ça, ce sont des villes très tendues. Et alors, notamment, un phénomène qui est plus récent, mais qui fait quand même quelques années, c'est dans les villes comme Nice ou Marseille, qui sont sur le littoral, enfin je pense surtout à Nice, ça devient très compliqué de trouver un logement à l'année. Là, en ce moment, par exemple, on voit beaucoup de biens qui sont disponibles de septembre à avril, donc avec des beaux mobilités, et le propriétaire le récupère, grosso modo, dès que le soleil revient, pour faire des locations touristiques qui sont plus rentables pour eux. Donc ça, c'est très compliqué pour les étudiants aussi. Tiens, on va revenir un petit peu sur le nombre moyen de candidatures par annonce. Vous en avez parlé un petit peu pour Paris. Et dans les autres villes, les chiffres sont comparables ? Alors les chiffres sont... 1000 candidatures pour un logement à Paris. Oui, là, en août, je crois que le record est à 1600. 1600 Voilà. Ouais. Donc ça, oui, c'est un studio parisien. On se retrouve quand même, les records sur les autres métropoles, c'est quand même 500, 600 demandes sur... Alors, c'est soit des studios, soit des T2. Il y a vraiment les deux phénomènes. Aujourd'hui, les T2 sont très demandés aussi. Ça va concerner des colocations. Donc, globalement, les logements les plus demandés sont les petits studios, moins de 20 mètres carrés, et les petits T2. Et c'est la même situation du côté de Marseille, ex-Marseille ou Nice. On a aussi une inflation de candidatures par logement. Oui, c'est globalement le phénomène est le même partout, d'autant qu'il faut savoir que sur l'Île-de-France, on a atteint le stade où il y a des étudiants qui ne font pas leurs études à Paris parce que les parents ne peuvent pas financer le logement. Donc aujourd'hui, les autres métropoles marchent très bien.
parce qu'un ensemble d'étudiants s'y reportent. C'est vrai qu'il y a aussi des très bonnes écoles, il y a des très bonnes écoles partout en France. Hein. Et donc le logement aujourd'hui est un vrai paramètre de choix. Les parents, avant de valider les choix dans Parcoursup, se posent la question du budget. Et dans le budget, aujourd'hui, il y a beaucoup de logements. Bien sûr. Et justement, les loyers de studio et de petite surface, est-ce qu'ils continuent d'augmenter, je suppose ? Oui, ça continue d'augmenter. Alors, doucement, mais... C'est quoi les tendances que vous observez ? Alors, l'année dernière, ça avait pas trop augmenté parce que je pense que de toute façon, les étudiants, le problème, c'est qu'on est aussi au plafond de leur capacité. Comme je vous disais, à Paris, on atteint des stades où les étudiants essayent de faire d'autres choix. À Paris, on voit d'ailleurs qu'il y a eu une énorme hausse du nombre d'étudiants qui habitent chez leurs parents. Donc, ils restent chez leurs parents, même si les parents sont en banlieue et que ça va leur faire 1 heure de trajet tous les matins pour aller à leur école. Beaucoup restent chez leurs parents. On est sur les loyers. Alors, à Paris, on est entre 800 et 900 euros si on s'en sort bien. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, sur des studios très bien équipés... Vous avez des données, d'ailleurs, sur ces jeunes qui restent au domicile familial. Est-ce qu'on a vu une étude récemment Alors, il me semble qu'en Île-de-France... ça avait augmenté beaucoup. Oui, ça, en 20 ans... Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que ça a pris 10 points. On est aujourd'hui à plus de 50% d'étudiants qui sont chez leurs parents. Donc, en fait, il faut être conscient... qu'aujourd'hui, les écoles parisiennes sont surtout accessibles pour ceux qui habitaient déjà à Paris, qui ont de la famille à Paris. Donc, en gros, la majorité des étudiants parisiens sont aujourd'hui dans une solution de logement qui vient de leur famille, ce qui est, il faut bien le dire, assez inégalitaire, puisque ça signifie que si vous ne connaissez personne à Paris, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'y venir faire vos études, même si votre école de prédilection s'y trouve. Voilà. C'est quoi les alternatives pour les étudiants qui se retrouvent face à cette pénurie de studios ? On parle de colocation, Alors, la colocation, c'est vraiment l'alternative la plus plébiscitée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu dans le top annonce aujourd'hui, si je prends le top 100 des annonces, que ce soit à Paris, à Nice, à Marseille, il va y avoir 40% de T2. Et ça, on sait que c'est beaucoup des petites colocations. Donc, c'est des étudiants qui viennent avec un ami qu'ils connaissent et qui vont directement chercher un logement à 2. Alors, on n'est pas dans de la colocation de luxe, hein, c'est-à-dire que c'est souvent des étudiants qui vont être à 2. À Paris, en moyenne, ça va être entre 35 et 40 mètres carrés. Donc, il va y avoir un étudiant dans la chambre, un étudiant dans le salon, pas forcément de pièces communes. Voilà, on n'est pas dans de la colocation large. La banlieue, comment ça se passe par rapport à des étudiants qui seraient inscrits dans Paris on voit de plus en plus de solutions en banlieue, peut-être une grande banlieue. Alors, évidemment que la banlieue fonctionne très bien, d'autant que beaucoup d'écoles aujourd'hui sont en banlieue. Enfin, il y a des gros pôles à Saclay, à Cergy, etc. Donc, il y a des gros pôles d'écoles qui sont, je me demande même si ce n'est pas une majorité aujourd'hui, qui sont en banlieue. Donc, autant se loger à côté. Donc oui, c'est effectivement une bonne solution et on y observe. Alors, les loyers sont un peu plus modérés, mais surtout quand on regarde la moyenne, il y a un loyer qui va être 20 à 30% moins cher, mais aussi une surface qui va être plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de vie aussi va être un peu meilleure parce que, comme je vous disais, à Paris, les studios qui marchent le mieux, on est un studio qui va cartonner, ça va être un 15 mètres carrés à 800 euros. Donc, certains étudiants, si vous allez en banlieue, on va monter quand même sur des moyennes à 22 mètres carrés pour un studio, pour un loyer qui va être plus proche de 700 euros. Donc voilà, les étudiants, ils trouvent un peu en budget, un peu en surface. Et la chambre chez l'habitant ? Alors, ça reste quand même assez marginal. Mais vous sentez une augmentation de ça ou... C'est vraiment la colocation, nous, qu'on voit le plus plébisciter, parce que ça les rassure aussi d'arriver avec quelqu'un qu'ils connaissent, avec un ami, voilà, ils savent sur quoi tomber, alors que c'est vrai qu'habiter, alors chez l'habitant, en termes de mode de vie, c'est un peu plus, on a l'impression d'être chez quelqu'un, et si c'est quelqu'un qu'on connaît pas, ça fait un peu plus peur. Même sur la colocation, on observe que la solution numéro 1 est quand même d'habiter avec un ami et pas forcément... de rejoindre une colocation déjà constituée où on ne connaît personne. L'impact de l'interdiction de location dans les passoires thermiques, les logements classés G, on le sent cette année ? Alors, on va dire que c'est plutôt une lame de fond, les contraintes sur les propriétaires étant quand même de plus en plus nombreuses, la rénovation énergétique évidemment, mais aussi dans un certain nombre de villes, l'encadrement des loyers, etc.
tout ça peut créer une forme de ras-le-bol. Et donc, ce qu'on observe, c'est aussi l'augmentation d'une forme de marché sous le manteau qui consiste à louer son bien à un neveu, à un ami de la famille, etc., pour être sûr d'avoir un locataire qui ne vous attaquera pas sur votre loyer ou qui ne vous attaquera pas sur la performance énergétique de votre bien. Voilà, il y a aussi des propriétaires qui cessent de louer, mais c'est quand même un peu marginal. Beaucoup de propriétaires ont besoin de louer parce qu'ils ont soit un crédit, soit tout simplement des charges. Quel conseil vous donneriez à un étudiant ou à une famille qui cherche un logement là en dernière minute ? Alors, 2 conseils fondamentaux. Le premier, faites votre dossier de location. Il faut vraiment se dire, ce n'est pas encore complètement ancré, mais que postuler à un logement sans avoir fait son dossier, c'est comme postuler à un emploi sans avoir fait son CV. C'est pas prendre les choses dans l'ordre. Donc, il faut commencer par créer son dossier de location. Sur PAP, vous pouvez télécharger vos pièces. On a un partenariat avec Dossier Facile. Donc, vous faites votre dossier et ensuite, il sera automatiquement transmis à votre candidature. Et je vous le dis, de loin, les propriétaires traitent en premier les dossiers où ils voient qu'il y a un petit bouton « Voir le dossier ». Voilà, s'ils voient ce bouton-là, ils vont traiter ça beaucoup plus tôt. L'erreur en face, c'est celle qui consiste à écrire un message où il n'y a quasiment rien, du style « Bonjour, est-ce que votre logement est disponible ? Merci ». Là, vous serez traité vraiment à la fin. Donc ça, c'est un conseil fondamental. Et puis le deuxième, c'est... Un autre piège c'est les escroqueries. Qui est quand même, quand on est dans l'urgence, on peut tout d'un coup être moins regardant et accepter des conditions, surtout pour les étudiants qui, des fois, cherchent à distance. Donc, on peut accepter des pratiques douteuses comme payer un chèque de réservation. Voilà, ça, typiquement, ça n'existe pas. On ne paye jamais avant d'avoir vu le logement, avant d'avoir signé le contrat. Donc ça, c'est extrêmement important. Et voilà, il faut savoir que sur PAP, on fait un énorme travail contre ces escroqueries. Donc, chez nous, il n'y en a pas. Mais sur d'autres plateformes, il peut y en avoir, donc soyez très très vigilants. PAP participe à des forums logement et propose un accompagnement. Quels sont les services concrets que vous mettez à disposition des étudiants ? Alors, typiquement, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, il y a un vrai accompagnement chez nous. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la constitution du dossier. Nous, dès qu'un locataire envoie un message dans lequel il cherche un logement, on va lui demander s'il n'a pas son dossier de le créer maintenant. On va l'accompagner pour qu'il sache les pièces que ça nécessite. On va aussi avoir un service qui s'appelle la Locatech qui va lui permettre de postuler automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son dossier, en fait, son dossier va être transmis automatiquement au propriétaire de logement qu'il cherche. Et du coup, ça va lui permettre d'avoir l'air extrêmement réactif. Puisqu'en fait, dès qu'un nouveau logement va apparaître sur les marchés, dans les 10 minutes, le propriétaire va pouvoir voir le dossier du locataire. Donc, alors que le locataire n'aura forcément pas fait grand-chose, il pourra vaquer à ses occupations. Moi, j'ai l'exemple d'une locataire qui a trouvé en 48 heures à Paris, sans postuler. En fait, elle a fait son dossier, elle est rentrée dans la Locatech. Le lendemain, 5 propriétaires l'ont contactée. Elle a fait les 5 visites, elle avait un appart dans la soirée. Donc voilà, ça, c'est quand même hyper efficace et hyper confortable pour les locataires. Comment est-ce que les propriétaires y réagissent à cette tension ? Est-ce qu'ils sont plus exigeants ou au contraire plus ouverts à la location étudiante ? Les propriétaires, alors, ils ont une exigence forcément sur la solvabilité du locataire, mais au bout d'un moment, en gros, il faut avoir 3 fois le loyer, 4 fois si c'est les garants qui payent, donc 4 fois pour les garants. Mais une fois que ces conditions sont atteintes, ça sert à rien de monter jusqu'au ciel, ça sert à rien d'avoir 10 fois le loyer. Donc, ils ne montent pas forcément plus en exigence, il faut que le dossier soit solvable et qu'il y ait des garanties. Mais après ça, c'est vraiment le feeling qui compte. Il faut savoir qu'un propriétaire, son inquiétude numéro 1, c'est les impayés. Son inquiétude numéro 2, c'est les dégradations. Donc, est-ce que vous allez prendre soin du logement ou est-ce que vous avez l'air d'être un grand fêtard qui va passer son temps à lui poser des problèmes avec sa copropriété ? C'est ça qu'il va regarder, d'où l'importance de soigner la visite. J'ai fait l'analogie avec l'emploi. Un CV, c'est le dossier de location. La visite, c'est l'entretien de recrutement. Le fait de passer d'avoir recours à une plateforme de particulier à particulier, est-ce que ça permet vraiment de faire baisser la facture pour les étudiants ? Évidemment que ça permet de faire baisser la facture puisque, pour le coup, il n'y a aucun frais. En fait, vous n'allez payer que le loyer. Il n'y a pas de frais d'état des lieux, de frais de visite, etc. Donc, en fait, vous allez économiser quelques centaines d'euros. Donc, ça aussi, ça joue. Ça joue. Un dernier message pour ceux qui nous écoutent, étudiants ou familles qui s'inquiètent à l'approche de la rentrée. Je le redis parce que c'est efficace. Faites votre dossier, ça ira vraiment plus vite. Ne faites pas l'erreur de postuler tout azimut sans être préparé.
Merci beaucoup Corinne Joly pour vos réponses et vos conseils et votre éclairage sur ce marché si essentiel à la veille de la rentrée. À très vite dans le Club Imo. Allez, on passe tout de suite à notre toute dernière carte postale de l'été. J'y arrive, c'est la fin de l'été. Et pour le coup, on vous a réservé le meilleur, Marseille. Et avec nous pour en parler, Aurélie Pavard, mandataire chez IAD. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et bienvenue dans le Club Imo. Merci. Le dernier Club Imo de l'été. Trop bien, on va le faire ensemble. Voilà. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui la dynamique générale du marché immobilier à Marseille en cet été 2025 ? Alors, le marché marseillais, il est déjà tout à son image, toujours aussi dynamique, avec une énergie propre à notre ville, mais il est surtout devenu plus mature. Marseille reste une ville où l'immobilier se vit intensément aujourd'hui, peut-être avec un peu plus de réflexion, de discernement de la part de nos acheteurs. Simplement, la stabilisation des taux d'emprunt depuis quelques mois a redonné un petit peu d'air aux acheteurs qui avaient mis leur projet en pause et aujourd'hui ils reviennent avec plus de prudence, sont plus attentifs. Alors c'est un marché particulier Marseille, parce que c'est d'abord une ville qui est extrêmement étendue, elle est quand même trois fois plus étendue que Paris. On le ressent ça sur place, il doit y avoir différents marchés immobiliers sur Marseille, non ? On a différents marchés immobiliers d'un secteur à un autre. La ville est très étendue. D'ailleurs, pour le même arrondissement, on se retrouve dans une complexité aujourd'hui à vendre, puisque le prix au mètre carré peut être complètement différent. Ah oui, c'est ça, complètement. Ouais. Ah oui, complètement différent. Sur le plan des prix, on peut observer différentes... Est-ce que vous pourriez nous donner quelques illustrations comme ça, par exemple, je sais pas moi, le 4e ou le 8e ? Alors, sur le plan des prix, dans le 8e, on va observer vraiment quelque chose de disparate, mais là où c'est encore... Pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, rappelez-nous qu'est-ce qu'on trouve dans le 8e d'un peu emblématique. D'emblématique, on va se retrouver entre la place Castellane et le rond-point du Prado jusqu'à la place Borély. Voilà, exactement. Oui, donc là, on est sur des marchés différents. On est sur des marchés différents pour se situer tout simplement, ou pour en parler plus concrètement. On parlait du 8e, du 6e aujourd'hui qui sont des arrondissements qui sont très étendus. On relève une différence au prix au mètre carré qui varie parfois du simple au double. Oui. Quelles sont les évolutions récentes des prix au mètre carré à Marseille ? Alors, sur en distinguant peut-être les appartements des maisons. Oui, alors on observe une légère baisse sur les appartements en général. Tandis que les maisons, elles, notamment celles avec un extérieur qui reste un petit peu plus stable, voire une légère hausse, car la demande reste forte. Pour citer un petit peu ce qui se passe concrètement, à Marseille, pour un couple primo-accédant, c'est vrai que celui-ci va plutôt avoir un budget qui va le diriger vers un T2, même si le prix au mètre carré, lui, est beaucoup plus élevé qu'un T3 ou T4. Ouais. Et ce qui peut paraître complètement surprenant, voire irréel, c'est que pour beaucoup, ils vont préférer choisir finalement un T3 tout en touchant un petit peu à leur capacité d'emprunt maximale, mais qui va d'ailleurs leur laisser très peu de marge de manœuvre sur les travaux d'amélioration, et c'est ce qui va expliquer pourquoi les acheteurs aujourd'hui sont beaucoup plus sélectifs et que le prix des appartements va avoir tendance à baisser. À baisser. Alors, on avait parlé d'un plafond de verre, notamment dans l'IMO plutôt de caractère ou de prestige. Au Marseille, on disait que c'est difficile de dépasser souvent les 2-3 millions d'euros. Oui, c'est vrai ou pas ? Exact. Alors, à Marseille, il faut se mettre dans l'idée où on a la mer. C'est très sympa d'être sur le littoral. Oui. Aujourd'hui, demander à quelqu'un de mettre 2-3 millions d'euros dans un appartement en front de mer contre une magnifique villa sur la région avoisinante du Var, Salarie-sur-Mer, Sifour, Bandol, effectivement, on se retrouve avec des Marseillais qui ne veulent plus mettre ce prix-là pour un appartement, même en dernier étage, et préfèrent s'éloigner. Alors, certains arrondissements ou quartiers, est-ce qu'ils tirent leur épingle du jeu aujourd'hui en termes de prix et de demande ? Oui, clairement, oui, bien sûr. On retrouve toujours en tête les trois mêmes arrondissements sur le podium, le 6e, le 7e et le 8e. Ouais. Là, il va se concentrer une forte demande de prix. Et de prix au mètre carré. Ce sont des secteurs qui sont très recherchés pour la qualité de vie, leur proximité avec le centre-ville, le littoral, les écoles. Des projets comme la place Castellane, la réhabilitation de l'hypercentre, son vieux port, l'aménagement de la Canebière ont clairement transformé l'image de certains quartiers. Et aujourd'hui, les acheteurs veulent rester dans ces secteurs-là parce qu'ils les considèrent comme un vrai cadre de vie, pas seulement un lieu de passage. Et comme les prix sont aussi
plus tendu, beaucoup vont commencer à élargir malgré tout leurs recherches vers le 5e et le 10e arrondissement de Marseille qui deviennent aujourd'hui des alternatives. Qui deviennent des alternatives et là où il y a des opportunités vraiment. Oui, vraiment. 5e et 10e deviennent très attractifs en termes de qualité, un bon rapport qualité-prix, sont bien desservis. On a le tramway qui va desservir maintenant le 10e. Le 5e reste très proche et très pratique d'accès. Oui. Donc effectivement, ça y est, les acquéreurs s'ouvrent à ces quartiers où il y a encore 3-4 ans, on n'en parle pas. Est-ce que Marseille reste une ville attractive pour les primo-accédants notamment et les investisseurs malgré la légère baisse des prix? Oui, bien sûr. Marseille reste très attractif pour les primo-accédants parce qu'ils ont ce pouvoir aujourd'hui d'avoir encore du choix. Il y a de la demande, évidemment, mais il y a encore du choix. Tout simplement, aujourd'hui, beaucoup de familles qui recherchent un appartement plus grand se rendent compte qu'ils peuvent avoir tout aussi bien plus petit, mais garder une accessibilité par rapport à leur choix de vie, en fait, tout simplement. On va parler un petit peu de l'état du parc immobilier ancien, notamment la question de la performance énergétique. Est-ce qu'elle influe sur les choix et les prix? Oui, bien sûr que ça a une grosse influence d'ailleurs aujourd'hui sur c'est même un outil, un levier de négociation pour les acquéreurs. Cet outil aujourd'hui permet de donner en tout cas le pouvoir presque aux acheteurs, puisqu'ils veulent maîtriser. Un acheteur qui a peur, qui ne sait pas où il met les pieds, en sachant qu'il a déjà peut-être fait cet effort dans la capacité de financement, s'il a aussi des travaux de rénovation et qu'il a potentiellement une facture d'électricité et gaz astronomique, ne se positionnera pas. Donc, il va s'en servir aujourd'hui, il va nous demander beaucoup plus de détails lors des visites, à les lire, à les comprendre, à les prendre en détail, et voire même de nous demander une contre-visite avec un artisan pour choisir au mieux, en tout cas, son logement selon le DPE. Un dernier conseil en quelques mots que vous donneriez à un acquéreur qui souhaite se positionner sur le marché marseillais, en quelques secondes? En quelques secondes, pour un acquéreur qui souhaite se positionner sur le marché marseillais, déjà de bien préparer, de bien écouter ses besoins, de savoir de quoi il a besoin, de bien préparer son projet de financement, de passer d'abord voir un courtier pour monter son projet de financement, et puis de prendre le temps à la réflexion, de pas seulement avoir un coup de cœur pour l'appartement, mais son secteur, et de vérifier l'état de la copropriété à Marseille. Merci beaucoup Aurélie Pavard, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous en ligne. Très belle fin d'été à vous, et à très bientôt. Voilà, merci. Voilà, le Club Immo de l'été, c'est terminé dès lundi 1er septembre. Je vous retrouve avec grand plaisir tous les jours à 16h05 pour une nouvelle saison très riche, pêle-mêle. On parlera bien sûr du DPE, de MaPrimeRénov', de la formation initiale des agents immobiliers. On reviendra sur un été un peu compliqué pour la location saisonnière. On parlera logement avec l'approche des municipales et de bien d'autres sujets encore. D'ici là, très belle fin d'été, très bon week-end à tous et à lundi. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.